Bonjour chers étudiants, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu improvisée, 3 vidéos un peu improvisées de suite que je vais couper. Le principe c'est le temps d'un café, aborder un peu de manière vulgarisée et désorganisée une histoire de l'école et de l'EPS pour nourrir la dernière partie souvent, les 2 dernières parties souvent de vos écrits en écrit 1. L'objectif c'est que je vous fasse une impro. J'ai pris quelques notes, une impro rapide, vulgarisée de l'histoire de l'école et de l'EPS dans les 60s, puis des années 80 au 21e siècle, et enfin depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sera déstructuré, je vous balance un peu tout comme ça, un peu tout comme ça. Un peu de café, un peu de lait, des biscuits pour ceux qui aiment les biscuits, du sucre pour ceux qui mettent du sucre dans le café. Et vous faites un peu ce que vous voulez avec ça, voilà. Donc ce sera déstructuré, pas forcément chronologique, ça partira un peu dans tous les sens, un peu à l'image de mon esprit que vous commencez à connaître. Et donc on va pouvoir commencer. Allez-y, prenez un café, posez-vous, écoutez. Prenez des notes, prenez ce qui vous intéresse, faites retour rapide sur ce qui vous intéresse et passez vite sur ce qui vous intéresse pas. Je vous donne des références, je vous donne des chiffres. Vous n'avez qu'à aller retrouver la ref exacte sur internet rapidement en ayant le nom, le titre et la date, par exemple, de l'auteur. Voilà. On va pouvoir commencer, mais avant, une petite gorgée de café. C'est parti, je prends un peu mes notes, je vous parle un peu, je prends un peu mes notes, je vous parle un peu. C'est parti pour un petit podcast déstructuré en écrit. Je vais commencer par parler des années 60 donc, et de la politique globalement de ces années-là, pour dépasser ce que vous dites habituellement autour des médailles et des JO de Rome, etc. Je voudrais vous rappeler d'abord que des années 45 aux années 75, déjà c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est une grosse période d'industrialisation, de progrès d'emploi, d'immigration même italienne, portugaise d'abord, puis maghrébine ensuite. C'est une période où il n'y a pas de chômage. C'est pour ça qu'on les a appelées donc les 30 glorieuses. Sur ça, il y a Fourastier qui écrit les 30 glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975. Il écrit ça en 1979, donc c'est une ref du présent, du moment, que vous pouvez utiliser. Et cette période d'ultra-développement, on disait à l'époque qu'on pouvait perdre un emploi, il n'y avait qu'à traverser la rue et aller dans l'entreprise d'en face, et on avait un deuxième emploi finalement. C'était facile comme ça. Il y avait même des entreprises qui mettaient des écriteaux dans la rue sur « on recrute telle personne, on recherche à recruter telle personne, telle personne, telle personne ». Voilà. Donc c'est l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui on démarche les entreprises. Avant c'était les entreprises qui nous démarchaient. Bref. Et cette période d'immense développement se termine par les crashs boursiers de 1973 et 1979 qui viennent mettre fin à cette période d'insouciance et d'ultra-développement. Voilà. Ce qui va aussi lancer le début des conflits et des grands conflits de banlieue dont on reparlera plus tard, et des grandes crises, on va dire, sociétales, voilà, en termes de violence. Souvent, quand il n'y a plus d'argent, c'est là qu'on a envie de se battre et d'aller dans la rue, un peu comme les Gilets jaunes récemment, finalement. Voilà. Pour l'anecdote, accompagne ce mouvement d'ultra-développement, donc beaucoup d'argent, beaucoup de structures sportives qui vont être créées, etc. Même dans la culture populaire, il y a par exemple le premier McDonald's qui est créé à Créteil en 1972. Donc voilà. Beaucoup d'argent sont mis dans les infrastructures, et donc dans les infrastructures sportives qui nous concernent.
Et donc en EPS, on va pouvoir en bénéficier sur l'âge d'or un peu du sport en EPS que sont les IO 67 jusqu'au plan 60-78 qui tente un peu de mettre des bâtons dans les roues à l'EPS. Mais on a la même période d'âge d'or de développement de l'EPS que d'âge d'or de développement économique finalement de la France. Voilà un contexte qui peut vous aider un peu plus. La période des 30 Glorieuses, c'est aussi une baisse du secteur primaire au profit du secteur secondaire puis tertiaire, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui vont faire des métiers difficiles, pénibles physiquement, comme les anciens ouvriers, les mines, etc., etc. Il y a de plus en plus de gens qui vont faire des métiers tout d'un coup de col blanc, de bureau. Les femmes vont beaucoup plus travailler, par exemple, via ce déplacement du travail qui devient un travail intellectuel, finalement. Et donc, il y a aussi également une prise en compte du bien-être et de la santé des gens. Et ça va impacter l'EPS également, puisque il ne va plus être suffisant de former des hommes forts pour aller travailler en tant qu'ouvrier, évidemment. Il va falloir former des citoyens qui auront un métier plus tard de bureau. Et donc, quelque part, il y a des enjeux sanitaires autour de ça. Le Covid nous a montré ça, par exemple. Enfin, en utilisant Ehrenberg, le culte de la performance 1991, vous pouvez rappeler combien les 30 Glorieuses sont aussi, comme tout essor économique, le symbole de la réussite individuelle et un peu à l'américaine du self-made man, etc., etc. Et donc ça colle avec la culture sportive où il va falloir se construire soi-même face aux autres, en compétition. Et donc on a une EPS qui va coller avec les enjeux économiques du moment finalement, si on veut créer des futurs gens qui créent des startups, ou des chefs d'entreprise, c'est bien de les former à un sport compétitif où ils vont déjà apprendre de manière symbolique à s'affronter aux autres, voilà, et à gagner. Donc voilà un peu pour ce qui est des 30 Glorieuses. Je réfléchis si j'ai d'autres idées, mais pas vraiment. En fait, finalement, on se rendra compte, et ça c'est une réflexion qui traverse toutes les périodes, rendez-vous compte que les textes officiels utilisent les mots du marché économique du moment. Par exemple, si on veut créer des ouvriers ou des soldats à l'époque, on va parler de cadence, d'atelier. On va travailler par atelier. On va faire des séries. Voilà. Tout le jargon de l'ouvrier qu'on veut créer, on va le mettre dans l'éducation nationale et dans l'EPS. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on parle de compétences, beaucoup. Ça colle avec une entreprise qui, tout d'un coup, n'est plus sur n'est plus vraiment sur de la connaissance, mais sur de la compétence. Qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous avez à nous vendre, en fait, finalement. C'est pour ça qu'on parle donc de compétences, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Dans les IO 67, il faudrait aller voir. J'imagine qu'on est plus autour de la performance, on est plus autour de la compétition. Voilà, on est déjà un peu dans cette compétition économique internationale finalement en EPS. Voilà un peu pour le contexte. Je reprends une petite gorgée. Voilà un peu pour le contexte économique, mais lié au sport directement. Vous avez vu que je relie toujours au sport. Et le souci dans les années 60, c'est que ce contexte et ces volontés politiques vont s'opposer à une jeunesse qui ne veut pas ça. La jeunesse des années 60, elle veut du plaisir. Elle est très marquée par des idéologies, des idées de gauche, à l'image de mai 68 par exemple. Elle réclame moins de temps de travail, elle réclame moins de pénibilité du travail, elle réclame une reconnaissance de la pénibilité du travail, etc., etc. Il y a les accords de Grenelle 1969 par exemple,
il me semble, qui donne la 4e semaine de congé payé, qui augmente le SMIC de 35%. D'ailleurs, un SMIC aujourd'hui, si on fait correspondre le pouvoir d'achat de l'époque à celui d'aujourd'hui, le SMIC d'aujourd'hui devrait être à 2400 euros. Voilà. Un SMICard aujourd'hui, qu'on aurait téléporté depuis les années 60 ou 80, gagnerait plus d'argent que moi. Voilà. Ça donne une idée du pouvoir d'achat et de ce SMIC haussé de 35% de l'époque, qui était énorme. Quand un café coûte 1 franc ou une baguette de pain coûte 1 franc, tout d'un coup on gagnait beaucoup d'argent. Voilà. Donc on a une jeunesse qui aspire à l'inverse de ce que l'État voudrait pour elle. L'État réclame du travail, de la pénibilité, de la force et de la création de richesse. La jeunesse, elle est pour les congés payés, partir en vacances, s'amuser, aller en mobilette sans casque, faire des concours de rock, alcoolisés. Voilà la jeunesse, voilà ce que réclame la jeunesse. Sur la jeunesse, je vous conseille de lire L'Aumônier, globalement, et tous ces articles autour de la jeunesse. Ils montrent combien les jeunes sont en rupture avec la compétition. Par exemple, il y a une enquête, l'enquête MISOF, MI2SO2FE, 1966, qui questionne les jeunes du moment, en 1966, sur ce qu'ils veulent. Et en fait, ils réclament des relations horizontales avec les enseignants. Donc là, on est en 66, à 2 ans de mai 68. Ils réclament des relations horizontales avec les enseignants. Ils réclament de jouer davantage en éducation physique. Ils réclament beaucoup moins de compétition. Ils sont en rupture avec la compétition. Voilà. Et face à cette jeunesse et à ce qu'elle réclame, en face de ça, on a des IO 59 qui sont un peu vieillots et qui reprennent en fait les IM45. On n'a toujours pas encore de renouvellement de méthodes, etc. Et quand on renouvelle les méthodes en 67, 1 an après cette enquête, 1 an avant 68, on y donne un gros accent sur le sport, même si il faut nuancer. Il ne faut pas vraiment limiter les IO67 au sport, puisqu'il y a quand même les activités d'expression, les APPN, etc., etc. Il y a plein de choses extraordinaires dans ces IO67 qui vont aussi dans le sens de ce que réclame la jeunesse du moment. Voilà. Il y a plein de références à utiliser. De la culture populaire qu'on peut utiliser en écriant. Par exemple, le film de Clapiche, Péril jeune, en 1994, étudie la jeunesse des années 60. Il y a aussi Mentalo en 1977, etc., etc., etc. Aujourd'hui, il y a Les Profs, le film Les Profs. On peut s'appuyer sur ces films-là en citant le réalisateur et la date de sortie du film. Pour analyser la place et l'idée qu'on se fait de l'éducation physique du moment. Voilà. Les choristes aussi, qui portent sur une école des années 50, peut être utilisé pour illustrer, entre guillemets, par exemple, les verbatims du prof de PS qui réclame, qui compte la cadence des pompes, des exercices, ou alors qui va dire action-réaction pour l'autorité, etc., etc. Voilà. Là, dans Clapiche, Péril jeune, on y voit, donc dans le Péril jeune, on y voit un film représentant les années 60 et un prof en total décalage avec la jeunesse. En fait, les jeunes dans le film réclament du fun, de sortir, un peu d'être dans la nature, etc., etc., un peu entre hippie et envie de s'amuser. Et on a un prof qui est en total décalage avec eux. Il leur fait faire le Fosbury, des tours de terrain, etc. Et les jeunes se moquent de lui dans le film, par exemple. Voilà. On a un prof classique avec un survêt. Voilà. Aujourd'hui, dans les profs ou dans des comédies, souvent l'enseignant de PS est le plus imbécile de tous les enseignants. Et il est représenté comme grand costaud, mais pas très malin, avec un chrono autour du cou. Enfin, vous voyez le genre de truc. Les BD aussi peuvent être utilisés. Tout peut être utilisé pour illustrer l'image
la représentation de l'enseignement dans la culture populaire en fait. Voilà. Je vous fais une partie sans transition sur la création des ministères qui peut être aussi un symbole à utiliser dans le contexte politique. 1920, on a créé le ministère de la Santé. Ça vient nourrir toutes vos réflexions autour de la santé avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, on crée le ministère de la Santé. 1920. 1959, le ministère de la Culture, avec Malraux. Donc là, on va ouvrir l'offre culturelle. On donnera les IO 67 qui ouvrent largement les APSA, etc. 1971, c'est le ministère de l'Environnement. Donc là, 1971, on est au lendemain des IO 67 qui proposent les APPN, etc., etc. On arrive vers la fin, l'essoufflement des 30 glorieuses où on a surconsommé, on a surproduit, qui va faire naître un peu des volontés écologiques aussi, qu'on retrouve aujourd'hui dans les programmes. Ou dans la revue EPS, quand on nous propose de ramasser des déchets en course d'orientation, par exemple. En 1981, votre célèbre retour de la gauche au pouvoir avec Mitterrand, ou votre célèbre intégration de l'EPS au ministère de l'Éducation nationale. 1981, c'est aussi symboliquement le ministère du temps libre. Ministère du temps libre. Voilà. Ce n'est pas une blague. Ministère du temps libre. Symbolique, forcément, du loisir et de cette nouvelle civilisation du loisir. Elias, dans les années 60, écrit un livre qui s'appelle « Vers une civilisation du loisir », point d'interrogation. Symboliquement, créer un ministère du temps libre, ça veut dire quelque chose politiquement. Et ça veut dire quelque chose aussi en EPS. Qu'est-ce qu'on va y faire? Puisque quand on a du temps libre, on a envie d'activité physique. Et tout d'un coup, il y a des APSA comme la voile, les APPN qui vont émerger. Voilà. En 1992, finalement, pour terminer cette liste, c'est la fusion entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Voilà. En 1992, on a arrêté de séparer les deux. Et on a relié Éducation nationale et Culture. Aujourd'hui, je pense que c'est à nouveau dissocié, il me semble. Là, symboliquement, 92, c'est tellement relié qu'on les a fusionnés. Et ça peut permettre d'argumenter une volonté d'ouverture culturelle de plus en plus grande, finalement. Et de rassemblement des choses. On rassemble la culture et le sport et l'éducation nationale dans un seul truc, comme on rassemble dans les textes officiels, à partir du socle commun de 2005, beaucoup de choses qui sont parfois un peu... pourtant éloignées les unes des autres. Voilà. Pardon. Donc je vous motive à lire L'aumônier sur tous les jeunes, sur la description des jeunes des années 60, etc., etc., sur la révolution culturelle en fait qui se passe chez les jeunes des années 60. Ça permet d'argumenter tout le mouvement de la jeunesse. Ça permet d'argumenter combien ils sont opposés aux vieux de l'époque qui ont connu la guerre. Là, on est sur les jeunes, ce qu'on appelle un peu les boomers aujourd'hui. Les jeunes qui sont nés insouciants après la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas connu la guerre et qui sont frais, en fait, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de profiter de la vie. Voilà. Ils sont dans une jouissance. D'ailleurs, ils écriront sur les murs de Nanterre « Jouir sans entrave ». Voilà. Il est interdit d'interdire, etc., etc. Donc c'est un mouvement de jeunesse qui réclament le jeu, la légèreté, la oisiveté, le loisir, les vacances, etc., 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 à l'inverse de ce que réclame l'école de la jeunesse du moment. Voilà. Ce qui va donner des grosses manifestations, bien sûr, de mai 68, et ce qui va motiver l'école et les enseignants à redescendre un peu. Tout d'un coup, on va enlever les piédestals, parce que c'est mal, apparemment, les piédestals et avoir un prof un peu vertical qui donne quelque chose de descendant. Tout d'un coup, on va avoir des tentatives d'horizontalisation de la pédagogie, etc., etc. Bref, les jeunes, en gros, on parle des blousons noirs. Dans les revues qui sortent, ça aussi, vous pouvez utiliser.
dans les revues qui sortent, on voit les blousons noirs, donc c'est Renaud, c'est Johnny à l'époque, dans les années 60. On a une jeunesse en fait qui existe pour la première fois, qui est identifiable. On voit ce que c'est un jeune. Un jeune, c'est un gars en jean avec des Santiago, des Tiag, un blouson noir avec des clous dedans, qui se bat avec des chaînes de vélo dans les bars. Voilà. Ça, c'est une jeunesse qui a particulièrement... c'est une image de la jeunesse qui a particulièrement la cote. C'est le rock'n'roll, etc., etc., etc. C'est une des rares fois où la jeunesse a un visage et a des revendications. Aujourd'hui, c'est difficile de résumer la jeunesse. Il y a plusieurs groupes. À cette époque-là, il y a une jeunesse qui fait un peu... qui fait lien et donc qui est très puissante. Voilà. Donc cette jeunesse, elle est à la fois pleine d'espoir et pleine de progrès. Elle croit au progrès. Elle croit aux années 2000 qui arrivent. Elle croit que ça va être extraordinaire. Elle croit que le monde va, grâce à la technologisation aussi, relever tous les défis de la modernité. Et en même temps, c'est une jeunesse qui fait peur et qui est à rejeter, qui est dangereuse, qui risque de faire des bêtises si on la laisse un peu trop sans autorité. Voilà, il y a un double versant. Et c'est la discussion qu'il y a entre les jeunes et les vieux, comme ils les appellent, et l'école de ce moment-là, à ce moment-là, bref. Et c'est tout le décalage qu'il y a entre un enseignant du moment, un enseignant formé dans les années, même pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette jeunesse-là qui arrive. Voilà. Tous ces débats sont cristallisés par mai 68, bien sûr. Sur mai 68, Allary, avec un Y, écrit un livre qui s'appelle « Il y a 50 ans, mai 68 ». Il écrit ça en 2017. Et il décrit en gros tout l'épisode de mai 68. En fait, les étudiants du Crous sont privés de se mixer. On sépare encore les garçons et les filles dans les Crous. Et on annonce en même temps une sélection à venir à l'université, alors qu'il y a le baby boom en même temps. Donc il y a de plus en plus de jeunes et en même temps on leur annonce qu'on va sélectionner ceux qui peuvent entrer à l'université, en même temps qu'on sépare les garçons et les filles, alors que cette jeunesse-là est plutôt ouverte sexuellement et dans les mœurs. Donc ça fait beaucoup de pression, ce qui fait que les jeunes se rebellent et vont aller jusqu'à donc dire qu'il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, etc., etc., etc. Donc il y a une grosse critique de la société, il y a un conflit de génération dans les années 60 qui peut alimenter vos copies, dans le sens où les textes officiels sont, parce que toujours un peu en retard sur la jeunesse, assez traditionnels et donc symboliques un peu des personnes de 50 ans de l'époque qui les ont fait, versus une jeunesse qui va vite, qui réclame et qui veut tout de suite aussi, et qui réclame l'inverse finalement toujours de ce qui est donné. Voilà. Donc il y a une crise culturelle. Bref, Renaud par exemple qui écrit la chanson C'est quand qu'on va où en 1995. Donc ça c'est en 1995 il écrit ça. Certaines de ces citations, c'est « Je me suis chopé 500 lignes », donc 500 lignes à copier. « Je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline. Il y en a marre, c'est dégueulasse. » Voilà. Donc il confirme bien l'antidiscipline. Il écrit aussi, par exemple « L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. Si on ne nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. » Voilà. Donc il est sur l'anti-autorité et il est sur la réclamation d'apprendre déjà à mieux lire, plus rêver. Voilà. Bref, je vous laisserai aller lire tout ce qui tourne autour de ce qu'écrit Lemonnier donc sur ça. Il étudie par exemple la revue Salut les copains, qui était la grosse revue pour les jeunes à l'époque, avec on y voit des articles de patinage, de ski. On y voit les yéyés, on y voit le rock, etc., etc., Johnny, etc., etc. Ça peut donner beaucoup d'illustrations. Je continue à avancer. Donc, on parle déjà, dans ce conflit générationnel, de montée de l'individu, finalement.
Tout d'un coup, c'est pas le groupe France qui doit aller faire la guerre dans la Seconde Guerre mondiale, c'est l'individu jeune qui, tout d'un coup, se place au centre et a des réclamations à faire. Voilà. Donc il y a aussi un changement de regard de la jeunesse à ce moment-là. On est passé d'un jeune qui est quantité négligeable, qui doit se taire à table, ne pas mettre les coudes sur la table, etc., à un jeune qui tout d'un coup peut dire ce qu'il ressent, et ça devient un ordre donné à ses parents et à la société et aux politiques, un ordre à écouter et à exécuter finalement presque. Voilà. Donc les revendications tout d'un coup doivent trouver des oreilles tout d'un coup dans les années 60 et 70. Dans les IO 67, on voit une illustration de ces premiers moments, de ces nouvelles écoutes, de la nouvelle écoute qu'on tend envers les jeunes finalement, puisque les grandes priorités des IO 67, c'est la maîtrise du corps, la maîtrise de l'environnement. En fait, c'est autour de la maîtrise et l'amélioration des qualités psychologiques et des relations à autrui. Amélioration des qualités psychologiques et des relations à autrui est un des 3 piliers des IO 67. C'est la compétence générale du vivre ensemble d'aujourd'hui, mais mieux formulée. C'est encore plus humain de dire que l'objectif de l'école, c'est d'améliorer, et de l'EPS, c'est d'améliorer les qualités psycho et les relations à autrui. Voilà. En même temps qu'une massification, en même temps qu'une immigration naissante, on ajoute la prise en compte des besoins psychologiques finalement dans les IO 67, des jeunes. Donc ce ne sont pas du tout que des IO sportifs qu'on peut cataloguer comme arriérés parce que sportifs, pas du tout. La prise en compte des qualités psychologiques et des relations à autrui est centrale. Et on ajoute les activités d'expression corporelle, on ajoute les APPN, etc., pour remédier à ça. Donc c'est ultra moderne, les IO 67. C'est le NEC le plus ultra peut-être de l'EPS à ce moment-là. Voilà. On a des phrases dans les IO 67 comme « Notre époque est marquée par la croyance dans le progrès. Le sport participe directement à cette idée du progrès. » Donc là, on a un sport moderne. Ou d'autres phrases comme « Il est certain qu'en développant, par exemple, les capacités motrices de l'enfant, on atteint aussi son psychisme. » Voilà. On est dans la volonté d'atteindre le psychisme. On est presque dans la santé, on est presque dans le bien-être, déjà, dans les IO 67. Bref. Donc voilà. Ne simplifiez pas les IO 67 en nous disant que c'est uniquement de la culture sportive. Je vais boire un peu d'eau aussi, puisque sinon je vais finir tout rouge et assoiffé de cette vidéo. Un autre contexte pour continuer à développer les années 60 sans transition, c'est le côté homme-femme, garçon-fille, égalité homme-femme. Les IO 67, dans cette libération culturelle et sexuelle, c'est aussi... pardon, pas les IO 67. 1967, c'est aussi l'année de la loi Neuwirth. Vous retrouverez l'orthographe. J'ai pas encore l'argent nécessaire pour payer des gens qui écrivent des sous-titres à mes vidéos. La loi Neuwirth 1967, c'est la création de la pilule. Donc ça va dans le sens de la libération sexuelle réclamée par les jeunes et la libération des corps en règle générale, réclamée par la jeunesse des années 60. Voilà. Pour l'anecdote, en 1967, au départ, dans le carnet de santé, il n'y avait pas de place pour la pilule. On inscrivait la prise de la pilule dans une catégorie qui était les troubles psychiatriques. Donc, on n'était pas encore vraiment prêt. La pilule existait, mais on l'utilisait encore de manière arriérée ou avec un petit sourire. Voilà, un petit sourire narquois de la part de certains médecins. C'est après, donc avec la loi Veil de 74-75, qu'on permet vraiment la réelle commercialisation, puis commercialisation remboursée de la pilule et de l'IVG avec la loi Veil. Voilà.
Aujourd'hui, on a des ateliers ou alors on a des distributeurs de pilules, par exemple, dans certains établissements, etc., etc. Donc tout ça va dans le sens de la libération des corps. Ça peut être lié à l'expression corporelle de Claude Pujas-de-Renaud, à la danse, à tout ce qui est artistique, qui explose aussi dans les IO 67, qui, vous commencez à le comprendre, sont incroyables et donc il faut aller les lire. Les années 60, c'est aussi donc... là, on était sur le versant artistique, on était sur le versant corporel, voire sexuel. C'est aussi la libération et la réclamation de loisirs, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, va avec le loisir et va avec les accords de Grenelle de 69 et les vacances, etc., etc., et les 35% en plus au SMIC, etc., du SMIC, etc., va avec ça les pratiques de loisirs. Et donc en EPS, tout d'un coup, on va voir émerger de la voile, des APPN, toutes les activités physiques qu'on peut pratiquer en vacances, finalement, tout d'un coup entrent à l'école. Voilà. Ça permet donc d'aller sur cette analyse des activités physiques de pleine nature, etc., etc., par exemple. On parlait de ministère de l'Environnement tout à l'heure. C'est aussi dans une perspective écologique qu'on fait entrer les APPN à l'école. On y ajoute des réflexions évidemment autour de la course à pied, de l'escalade, du kayak. On ajoute forcément une réflexion autour de l'environnement à préserver en cette fin des 30 Glorieuses qui a bien épuisé la planète. Voilà. Déjà. Et puis en plus, un autre argument philosophique autour des APPN pour ceux qui sont fans d'APPN, la jeunesse qui réclame moins de cadres, moins de pression, moins d'évaluation, moins d'autorité, en fait, dans les APPN, on n'y retrouve pas de chrono, on n'y retrouve pas de cadre, on n'y retrouve pas de règles forcément très strictes. On y retrouve l'aventure, le choix de son itinéraire pour rejoindre un point A et un point B, la nature. On est vraiment dans des valeurs qui peuvent coller à une jeunesse libre, hippie, qui veut moins d'autorité, moins de cadre, finalement. Mais voilà, donc tout ça on peut développer. Toujours est-il que Combaz et Wabian, qu'il faut aller lire également, vous prenez n'importe lesquels de leurs articles qui se ressemblent un peu tous. Combaz et Wabian nous rappellent évidemment que les APSA qui restent majoritaires sont toujours le triptyque de base, natation, athlé, sport co, natation, athlé, gym, voilà. En gros, champ 1, champ 4 continue à dominer toutes les périodes jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a des pratiques émergentes comme ça qui arrivent. Voilà. C'est le poids de l'histoire qui fait qu'on reste sur du traditionnel alors que beaucoup de choses émergent quand même. J'avance un petit peu et je vais bientôt terminer cette réflexion autour des années 60. Je fais un pas de côté pour aller dans votre sens quand vous parlez des géodromes et de la sportivisation. Herzog, dans son livre, c'est symbolique, qui s'appelle « Essai de doctrine du sport » en 1965, nous dit « Le sport n'entrera dans la vie de la nation que s'il rentre d'abord dans la vie de l'enfant. » Donc en fait, c'est une doctrine du sport, écrite par Herzog, qui est celui qui va intellectualiser, conceptualiser le sport à l'école. Voilà. Ce gars a écrit une doctrine du sport. Donc nécessairement, là c'est écrit en 65, nécessairement les IO 67 vont être très 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 orientés sport, au sens du sportif de haut niveau qu'il est. Voilà. Donc l'idée c'est de faire entrer le sport dans la nation par les enfants. C'est la pyramide coubertinienne classiquement. Faire du sport, faire entrer le sport chez tout le monde pour en faire émerger une élite. Et on utilisera les AS pour entraîner les élites en tant qu'annexe du club. En fait, on va recruter, on va faire à la masse du sport. Les meilleurs éléments, on leur dira d'aller à l'AS,
qu'on vient de rendre obligatoire, je vous le rappelle. À l'AS, on pourra donc entraîner ceux qui sont un peu meilleurs que les autres et en faire des sportifs de haut niveau. C'est ça l'idée. En fait, on calque le modèle de l'EPS et de l'école sur un modèle sportif pour en faire sortir des élites qui vont redorer le blason. À la base, l'AS, c'est vraiment l'annexe du club. C'est une suite de l'EPS. C'est une suite performance de l'EPS. Voilà. Un peu à l'américaine, en fait. Où on va tout d'un coup au club de l'université, on paye et on va au club de l'université, mais faut être un sportif de haut niveau, quoi. Voilà. Tout ça a été accompagné par plusieurs volontés politiques. Par exemple, il y a en 1959 le plan JOXE, J-O-X-E, Herzog. Donc JOXE et Herzog ont fait ce plan. C'est le plan de rénovation du sport français. Ça peut être aussi intéressant d'aller le lire. Et c'est en 1961, donc un peu avant tout ce qu'on vient de dire, que la demi-journée de sport remplace la demi-journée de plein air. Avant, c'était la demi-journée de plein air, donc Hébert, etc. Là, on la remplace symboliquement par la demi-journée de sport. En fait, on ajoute une demi-journée d'entraînement sportif à tout ce qu'on fait déjà. Voilà. Aujourd'hui, pour l'anecdote, on ajoute 30 minutes d'activité physique à l'école par jour. Vous voyez ? À un moment donné, on ajoutait une demi-journée de sport. Aujourd'hui, on rajoute 30 minutes d'activité physique, de bougisme. Faisons-les bouger 30 minutes. On considérera que c'est bien. Voilà. Ça sert à ça l'histoire. Ça sert à regarder ce qui se passe aujourd'hui au regard de ce qui s'était passé avant, en fait. Ça permet de ne pas croire qu'on est à l'apogée de quelque chose. Ou qu'on nous vend quelque chose d'extraordinaire alors que c'est quelque chose qui a déjà été fait avant. Voilà pour le côté très sport, très Herzog. Donc on est sur un sport performance, mais aussi sur un sport donc culture. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a plein d'arguments à faire autour des IO67 et de la culture finalement. En fait, on ouvre culturellement l'éducation physique et l'école dans les années 60. Le ministère de la Culture vient d'être créé avec Malraux, etc. On ouvre la culture. On crée même... Malraux, il va créer les maisons de la culture, de la jeunesse et de la culture. Ah tiens, il y a une jeunesse qui réclame de la liberté, qu'on prenne soin d'elle, de la culture. On crée des maisons de la jeunesse et de la culture et on crée des textes officiels qui sont ouverts sur la culture. Donc voilà. Il ne s'agit plus d'initiation sportive, comme on peut lire dans les IM 45, ou d'entraînement et de compétition, comme on peut lire dans la circulaire 62. Mais il s'agit de sport reconnu comme fait culturel ou comme fait de civilisation. C'est ce qu'on peut lire dans les IO 67. Donc c'est sport, mais dans un sens culturel. Voilà. Donc à nouveau, ça nous interdit de simplifier les IO 67 en disant c'était sportif, donc c'était nul, c'était rétréci. Non, c'est pas rétréci, c'est très ouvert les IO 67. Donc allez les lire encore une fois. Bref. J'avance un petit peu et je termine les années 60 en vous rappelant que va avec ces perspectives sportives, évidemment le barème Le Tessier, inventé en 1957. Au départ, il avait un but éducatif, c'est-à-dire qu'il devait juste donner l'information de où vous vous situez par rapport à une performance de haut niveau. Mais il a été détourné de son invention finalement pour devenir très performatif. Voilà. Le champion dans les barèmes Le Tessier, il a 5000 points. Il équivaut à 5000 points. Et tout d'un coup, on réclame à un enfant de 6e, on compare à un enfant de 6e dans l'évaluation sa performance à un champion qui a 5000 points. Voilà. Donc à la base, c'était juste... on voulait permettre aux élèves de se placer par rapport à des standards très très élevés. Et c'est devenu une comparaison et une évaluation. Donc c'est un peu détourné de ses valeurs pédagogiques finalement. Donc c'est 57 le barème Le Tessier. Il a été utilisé jusqu'à dans les années 2000. On a vu encore des barèmes Le Tessier utilisés. Si vous voulez lire un article sur le barème Le Tessier en écrien, il faut aller lire Fortune
Fortune, il écrit sur ça. Voilà. Des petits points à la volée pour terminer les années 60. On avait vu que De Gaulle et Herzog donc, arrivent au pouvoir et tout d'un coup tombent sur des textes officiels des IO 59 qui vont être sortis, qui sont déjà écrits, qui vont être sortis, qui vont paraître, mais qui sont en fait une répétition des IM45 qui sont pas modernes, qui sont pas sportifs. Donc ils vont faire en sorte de le publier, mais ils vont donc sortir la circulaire en 62 pour dire ne vous inquiétez pas, quelque chose va être publié bientôt, donc ça sera 67. Le bientôt en politique, c'est 5 ans quand même. Donc bref, ils sortent la circulaire 62 pour dire on va donner une orientation sportive, mais ils ont quand même le temps d'écrire dans les IO 59 la formule une réforme de l'EPS est à l'étude. Donc dans les IO 59, on parle déjà d'EPS et ils inscrivent une réforme de l'EPS est à l'étude. Donc en fait, on vous donne un texte officiel, mais en vous disant qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui est en train d'être écrit. Voilà. Bon, ça sera pour 8 ans plus tard. Mais c'est un élément qu'on peut citer tout d'un coup dans un argument pour dire que on sait que c'est pas la panacée, les IO 59. Voilà. J'avance un petit peu en terminant en disant que les années 70-80, c'est ce que vous avez vu en CM, le début, l'avènement de la didactisation. Voilà, en fait, l'éducation physique et sportive qui commence à être menacée. On a vu, vous avez vu le plan Soissons en 78, etc., etc. On commence à menacer l'éducation physique et sportive, notamment intellectuellement. Voilà, on commence à la comparer aux autres disciplines. Eh bien, l'éducation physique et sportive, ou plutôt les concepteurs de l'éducation physique et sportive, tentent de la défendre en l'intellectualisant, et c'est pour ça qu'on la didactise. Voilà. La notion de didactique apparaît en premier dans la revue EPS en 1972. C'est Arnaud, dans son article génial, La revue EPS et l'innovation didactique en 1986, qui précise ça. On va didactiser, donc on va créer notre revue EPS, on va montrer qu'on est bien comme toutes les autres disciplines et qu'on est aussi sérieux et scientifique qu'eux, en didactisant, en rendant sérieux, scientifique, en complexifiant le jargon aussi de l'EPS pour créer une image un petit peu d'enseignant qui a aussi un tableau et un feutre Velleda avec lui, et pas qu'un ballon et une clope pour regarder ses élèves faire des tours de terrain. Voilà, c'est un peu ça. C'est les mêmes années, ces années 70. C'est dans ces mêmes années qu'on va faire apparaître la pédagogie par objectif. En fait, c'est une mise en projet actuelle qui permet aussi de rendre un peu plus sérieux l'éducation physique et sportive. Voilà. On fait tout en fait pour se détacher de l'image de l'animateur sportif et de la confusion qu'il y a entre ce qu'est un enseignant d'éducation physique et sportif et ce qu'est un animateur ou un entraîneur de club. Voilà. C'est la confusion qu'on a créée dans les années 60 en rendant très sportive l'EPS. Bien là, on se détache de ça, on se dit mince, les gens dans l'opinion publique et donc dans l'opinion politique, on commence à confondre. Ils se disent qu'en fait on fait du sport à l'école. Non, il faut qu'on intellectualise l'EPS et qu'on rende ça très éducatif aussi. Donc pédagogie par objectif, citoyenneté, etc., etc. Pour bien montrer la différence et pour bien montrer que ça c'est de l'éducation par le sport et que ça c'est de l'entraînement sportif. Voilà. Voilà un peu pour quelques tensions qui permettent de terminer de parler des années 60 et 70. Dumasdier, dans la revue EPS en 1973, dans tous ses débats, nous dit « L'EP n'est pas installée à l'école, elle y campe, parce qu'en fait elle est là, mais ceux qui la confondent avec le sport ont envie de la faire un peu dégager, parce que dans ce cas il faut faire du sport en club. Ceux qui la concernent, qui la voient comme pas légitime et pas légal des autres disciplines,
ils considèrent qu'il faut en faire moins ou qu'il faut aussi, pourquoi pas, l'évincer du bac par exemple, etc., etc. Donc elle est à l'école, mais elle est tout le temps en train de se faire, cette EPS, elle est tout le temps en train de se faire remettre en question. Pour ce qu'elle est, parce que c'est pas une discipline scientifique. Les maths, c'est une science. La physique, c'est une science. L'EPS, c'est un objet d'étude et il y a plusieurs sciences qui permettent de répondre à cet objet d'étude. Voilà. Donc on la remet en question. Bref, donc c'est comme ça qu'on termine finalement les années 60. On termine les années 60 en questionnant beaucoup ce qu'est l'EPS, notamment dans son versant sportif, à un moment où le mouvement contre-sportif explose, donc à la fois par l'artistique, mais à la fois aussi par les sports fun, les sports américains, les sports de glisse, le skateboard qui arrive, le hip-hop qui arrive dans les années 90, avec le rap. Voilà donc d'autres cultures encore, d'autres absas encore, d'autres philosophies encore qui viennent à l'encontre de la simple EPS sportive. Tout ça arrivant à un moment donné où on massifie le public scolaire, donc on fait venir dans une même école, donc Berthoin et Loahabi de 75, on fait venir dans une même école des publics qui ont des cultures différentes et qui viennent même de pays différents, et donc qui vont réclamer d'autres activités physiques et qui vont réclamer une ouverture culturelle. Voilà. Quand le rap explose dans les années 90, donc IAM, NTM, etc., etc., tout d'un coup le hip-hop explose en même temps et l'école, qui est maintenant composée du public de banlieue, donc dans les années 90, etc., etc., va prendre en compte une part de la culture populaire, y compris dans ses programmes. Tout d'un coup, aujourd'hui, on fait du hip-hop aujourd'hui. On étudie les textes de Orelsan en musique, en éducation musicale. On mixe le hip-hop avec de la danse contemporaine. Enfin, on utilise le hip-hop en danse contemporaine. Voilà. Donc il y a des cultures comme ça tout ce qui se passe dans la société s'imbrique, échange. Voilà. Il y a des mouvements société-école, il y a des mouvements école-société. C'est pour ça que je vous conseille de commencer par un contexte politique sociétal pour aller vers l'EPS, parce qu'on voit le lien. Voilà. On voit le lien. On va en parler tout à l'heure avec la haine et les années 90. Mais pour l'instant, je termine les années 60 en vous donnant une référence qui sort comme ça aussi un petit peu. Par exemple, Brel, dans les années 62, en 1962, il écrit une chanson qui s'appelle Rosa. Et en fait, il chante l'ennui des élèves qui doivent réciter leurs leçons de latin, etc., etc., etc. Il chante l'ennui à l'école. Voilà. Alors que par exemple, Ayam, dans Petit Frère, je sais plus l'année, ça doit être, je sais pas, c'est les années 90, chante les coups de batte de baseball dans les pare-brises. Voilà. Donc on n'est pas sur les mêmes jeunesses. Mais en tout cas, Brel, 62, chante le décalage qu'il y a entre les enseignants traditionnels et la jeunesse de l'époque qui s'ennuie déjà à mourir, selon lui, à l'école. Bref. Je termine les années 60 en vous rappelant simplement quelques dates concernant la formation des enseignants, si vous voulez en parler aussi. Donc s'ajoute à tout ce qu'on vient de dire une formation des enseignants où on intellectualise aussi, on va légitimer l'éducation physique et sportive par la création du DUG STAPS, donc c'est L2, licence 2, c'est ce que vous avez déjà validé en 1975, par la loi Mazo, ça s'appelle. En 1977, on crée la licence STAPS. En 1981, on crée la maîtrise. Et en 1982, en fait ça va dans l'ordre, on crée l'agrégation externe. Tout ça permet de légitimer l'éducation physique et sportive comme une autre science, comme une autre discipline. Tout d'un coup, on va pouvoir être agrégé d'éducation physique et sportive
comme il y a des agrégés de philosophie. Voilà. Donc ça plus la didactisation, plus la pédagogie par objectif, plus des revues spécialisées, etc., ça commence avec un CAPES en plus rénové et de plus en plus difficile et sélectif, notamment en 1979, on refait tout le CAPES. Ça permet de légitimer et ça permet d'intellectualiser, de rendre plus sérieuse l'entièreté d'éducation physique et sportive, au moins dans l'image politique qu'on en renvoie. Ça permet de se détacher de l'imbécile de prof de PS qu'on observe dans les films du moment ou les BD qu'on peut lire à l'époque. Voilà. Ce qui accompagne cette formation et ces concours, c'est une évaluation finalement, c'est mon dernier point, une évaluation qui elle aussi permet d'être plus sérieuse en EPS. Donc c'est Macario 1982 qui écrit sur ça, mais il y en a plein d'autres. Tout d'un coup on fait des évaluations diagnostiques, formatives, formatrices, comme les autres disciplines. Voilà, on va mettre des notes comme les autres disciplines, on va créer aujourd'hui des référentiels de compétences compliqués, même mieux que les autres, plus précis encore, comme les autres disciplines. Aujourd'hui, l'EPS a fait l'effort dans les textes officiels de retranscrire les domaines du socle en compétences générales. C'est la seule discipline qui l'a fait. Voilà, il y a toujours cette fin de on veut faire un peu mieux que les autres parce qu'on a un petit complexe d'infériorité. Voilà. On est les seuls à avoir retranscrit en langage EPS ce que deviennent les domaines dans notre discipline. Donc voilà, on complexifie les évaluations autour d'un corps de l'élève qui est considéré comme maintenant plus comme un corps qui seulement doit performer, mais comme un corps qui ressent des choses aussi, etc. Voilà pour les années 60. On prend en compte finalement tellement les jeunes. C'est un peu le fil rouge dont je me rends compte en parlant, qu'on a suivi là. On prend en compte la jeunesse tellement que par exemple dans les IO 67, il y a un tableau où il y a une double entrée. Il y a les activités physiques et sportives et la seconde entrée du tableau, en horizontal là, c'est le sexe des élèves. Voilà. Et il y a des APSA qui sont destinés, par exemple, plus aux filles. Alors là aussi, il ne faut pas regarder ça avec un regard aujourd'hui féministe un peu qui juge le passé. C'est pas une grave maladresse de l'époque. C'est plutôt une volonté de prendre en compte spécifiquement les besoins psychologiques des jeunes en considérant que on prévoit l'activité d'expression corporelle et la danse pour un public plutôt féminin et on prévoit l'athlétisme pour un public plutôt masculin. C'est ça l'idée. C'est une volonté maladroite au regard qu'on pose, enfin, avec un regard qu'on pose aujourd'hui, mais à l'époque c'est une innovation de faire cette différenciation-là. C'est dans la volonté qu'on disait tout à l'heure de prendre en compte les besoins psycho en fait. Voilà. C'est une nouvelle prise en compte des besoins psycho. Les filles sont plus artistes et sensibles, donc elles vont faire de l'expression corporelle. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on serait sur... on va faire de l'expression corporelle aux garçons, qui eux aussi ont le droit d'être sensibles et créatifs. Je suis d'accord avec vous, même si vous ne m'avez rien dit, puisque c'est une vidéo. Bref, je crois que le café a eu le temps de refroidir largement, ou de s'engloutir. Je vous propose d'en reprendre un nouveau et de parler de la période des années 80 à 2000 dans la prochaine vidéo.